notons au passage, je crois quand même que la littérature érotique n'a pas encore toutes ces médailles qu'elle devrait avoir. Je pense qu'il y a encore beaucoup de snobisme là, envers cette forme-là, mais moi, je m'en fous. Là. Je suis contente d'écrire ça. Je reçois des messages de personnes de tous horizons qui me remercient pour ces textes-là. Puis moi, ça me fait vibrer. La première fois que l'on rencontre Nora Bing dans Friends, c'est dans la télé de l'appartement des filles, où tous sont réunis pour regarder l'interview de la maman de Chandler par Jay Leno, présentateur d'un célèbre late show américain. C'est donc par une mise en abîme que l'on découvre le personnage qui va être le centre de l'attention de ce 11e épisode de la série. On les regarde la regarder. Ça place tout de suite le personnage, elle est célèbre et tout le monde l'aime. Jay Leno d'abord, mais aussi Rachel, Joey, Monica, même Paolo, le voisin italien très très chaud, reconnaît Nora Bing. Parce que Nora Bing, elle est autrice de romans érotiques. Alors, c'est jamais vraiment dit, hein, mais d'une part, les titres évoqués comme Euphorie illimitée ou plus frontalement Maîtresse salope laissent peu de place au doute, de même que les descriptions ultérieures de sa prose, mais en plus, elle est hyper sexualisée. L'interview de Jay Leno tourne moins autour de son nouveau livre que d'anecdotes sexuelles, chastement éludées par le montage, mais qui font qu'à ce jour, je ne peux pas lire le menu d'un restaurant qui propose un Kung Pao Chicken ou poulet impérial sans un léger émoi, et ce n'est pas parce que je suis végétarien. La littérature érotique existe depuis bien longtemps, mais il faut reconnaître que son statut a évolué, de même que sa forme. Du sofa de Crébillon à 50 nuances de grès, en passant par les diverses collections Harlequin, les SAS, c'est toute une galaxie littéraire protéiforme qui séduit de plus en plus de lecteurs et lectrices, avec une augmentation constante des ventes de ses ouvrages depuis les années 2000. Et je suis très content de pouvoir parler de tout ça avec quelqu'un qui a écrit un livre érotique. Nathalie Anne, salut, merci d'être là. Bonsoir. Et d'en parler en plus pas n'importe où, puisque nous sommes pour la première fois dans Friendzone en public pour cet enregistrement dans la merveilleuse librairie La Maison des Feuilles à Montréal, qui nous accueille chaleureusement et que je ne peux que vous encourager à fréquenter, tant pour leur offre de livres que pour les conseils de ces libraires, toujours très pertinents. En témoigne mon compte en banque, merci de nous recevoir. Je rappelle rapidement ce qu'est Friendzone. À l'occasion des 30 ans de Friends, je rencontre des personnes qui aiment ou ont aimé la série et qui partagent avec elles un moment, une anecdote, un métier, une passion, bref, qui d'une manière ou d'une autre ont un peu vécu Friends et veulent bien m'en parler. Nathalie Anne, commençons par le commencement. Comment tu as rencontré Friends, toi ? Donc, moi, j'étais adolescente quand Friends a pris la télé sur NBC. Puis moi, étant donné que je suis bilingue, anglophone, francophone, j'écoutais NBC, puis j'ai été très contente de découvrir cette série-là qui me présentait un peu ce que pouvait avoir l'air un temps pas trop lointain de jeunes adultes que j'allais devenir. Donc, c'était enivrant. Il y avait la culture pop américaine qui en faisait partie. Il y avait ces tensions sexuelles entre les différents amis. Il y avait autant les amitiés filles-filles, gars-gars, filles-gars. Il y avait vraiment des dynamiques intéressantes. Puis, mais c'est ça, j'ai été quand même séduite par le format. Puis, ça fitait dans ma vie, disons. T'as regardé combien de temps, à peu près ? J'ai regardé toute la série. T'as tout regardé, hein ? Oui, oui. Absolument. Fait que donc, adolescence jusqu'à ce que je sois au cégep. En fait, t'es la première personne que je reçois qui a regardé la série sur la chaîne à la originale. Télé. Enfin, Oui. À la télé, nous, on l'avait en France, mais en décalé déjà Oui. un peu. Mais surtout, tu l'as découvert en même temps que les Américains. Les Américains, c'est ça. C'était quelque chose de répandu autour de toi ? T'avais des amis qui regardaient aussi ? Pas tellement, parce que j'étais un peu une étrange dans mon patelin, parce que j'étais à peu près la seule qui parlait en anglais dans ma Beauce, où est-ce que j'habitais. Donc ça, c'est au sud de la ville de Québec. C'est pas tout le monde qui parle en anglais, donc j'avais mon petit monde à moi. J'écoutais moins les séries québécoises francophones et plus les séries américaines anglophones. Est-ce que tu as des souvenirs d'épisodes qui t'ont marqué ou d'événements de la série que
auxquels tu as pu repenser par la suite ou qui, sur le moment, ont provoqué quelque chose chez toi? Ben, beaucoup de fou rire, c'est sûr. Je pense beaucoup à Phoebe, qui, qui est un personnage totalement attachant et aussi très libre. C'était peut-être un modèle, même si c'est un petit peu, on pourrait dire, à côté de la norme, il y avait Mhm. quelque chose d'une liberté que je sentais que moi, j'avais pas accès à cette liberté-là, puis que cette femme-là pouvait l'incarner, même si elle avait toujours, il y avait toujours comme un petit jugement autour de son personnage, mais il y avait quelque chose qui faisait rêver pour moi. Ouais, c'est vraiment le personnage on se demande, enfin, une des grosses questions de Friends, c'est quand même comment Phoebe a atterri ici. Oui, Parce que absolument. vraiment, Quel extraterrestre. elle dénote complètement de par son histoire Tout et à sa fait. manière d'être, quoi. Oui. Même s'ils arrivent un peu à l'assagir à la fin, puisqu'elle finit par avoir une fin beaucoup plus normée et classique. Oui, Mais plus scripté. ouais. Donc c'est une série que tu as regardée en entier à Ouais, l'époque, ouais. mais tu n'y es jamais revenu. Non, parce qu'il y a eu comme une décision dans ma vie où ce que j'ai comme cessé de regarder de la télévision. Peut-être, ben, je sais pas, les séries, en fait, c'était pas quelque chose que je pouvais me permettre dans mon temps consacré à d'autres choses, à mes passions, mes projets d'art, tout ça. Jusqu'à ce qu'on puisse finalement binge-watcher des séries. Puis ben, je suis pas retournée à celle-là nécessairement parce qu'il y a tellement de choses à découvrir. C'est vrai qu'il y a, Ouais. il y a d'autres choses, il paraît. Ouais. Je sais pas, je Il regarde paraît. pas, mais pour l'enregistrement du podcast, à chaque fois, je propose aux invités de regarder 1, 2 ou 3 épisodes qui sont un peu en lien avec la thématique. Ça t'a Ouais. fait quoi, là, de les retrouver? C'était comme se retrouver en famille. C'est assez bizarre. C'est comme ça a occupé une grande, un grand espace dans ma vie. Puis, tu sais, des fois, c'était de souper avec Friends, tu sais, ou... Fait que, ouais, c'était comme de se retrouver autour d'une table avec des amis, puis de faire comme, ah, tu sais, c'est sympathique. Mais il y a aussi un regard qui s'est transformé entre la jeune fille que j'étais, puis la femme mature de 44 ans que je suis maintenant. Puis aussi, étant donné ben, le changement d'époque, il y a vraiment un regard différent sur ce qui est justement c'est très hétéronormatif, c'est très scripté, c'est très Hollywood. Même dans la finale, je veux dire, si je la regardais aujourd'hui, j'aurais peut-être un petit vomi. mais tu sais, un vomi gentil quand même, parce qu'il y a quelque chose de sympathique. Mais oui, il y a un regard qui est changeant avec l'époque sur la série. Mais j'étais contente quand même de les revoir. C'est vrai que je me suis posé cette question parce qu'on avait discuté du fait que tu l'avais pas revue. Ouais. Et que moi, c'est vraiment une série qui m'a accompagné. Je pense qu'on l'a découvert à peu près à la même époque. Enfin, on est quand même globalement de la même génération. Ouais. Et par contre, moi, elle m'a vraiment suivi. Et donc, j'ai continué de grandir avec. Mes idées ont changé. Mais du coup, il y a toujours ce petit biais d'affection qui fait que... Oui. Mais en fait, ils sont toujours là et j'ai pas le choc de retrouver. En fait, oui, petit à petit, je vois bien les changements qu'il y a eu et là où ça peut être problématique, clairement, à certains endroits. Et même d'ailleurs dans les épisodes dont on va un peu parler, il y a des choses qui méritent peut-être d'être un peu questionnées. Mais j'ai pas ce choc quoi, de retomber dessus. Et donc, oui, ben il y a quand même une distance qui est là, que j'assume aussi, puis c'est parfait, mais je ne renierai pas mon passé avec Friends que j'ai tant aimé, quand même. Puisque tu n'avais pas de gens autour de toi qui regardaient vraiment quand toi tu le regardais, est-ce que par la suite, dans tes rencontres, tes cercles, c'est un sujet qui a pu réapparaître, Friends ou... Pas tellement. C'est vraiment quelque chose que j'ai eu, qui était privé, vraiment. J'ai pas jasé de Friends avec grand monde. Puis j'étais même curieuse. J'ai été surprise de voir dans les dernières années qu'il y avait des T-shirts de Friends qui popaient, puis qu'il y a comme un intérêt nouveau, dans le fond. Sûrement avec le passage sur Netflix ou sur une autre plateforme. Mais... Ouais, l'arrivée du streaming a effectivement redonné une vraie seconde vie, alors qui était en réalité, alors je ne sais pas comment c'est au Québec. En France, ça n'a jamais vraiment arrêté. On a vraiment des chaînes qui, quand le nombre de chaînes a augmenté en France, puisqu'on a longtemps été limité à 6 chaînes officielles, et puis après, il y a eu donc l'arrivée de la télévision numérique terrestre qui a doublé, triplé le nombre de chaînes disponibles gratuitement.
Fait qu'il y avait toujours Friends qui jouait quelque part. Il y a clairement des chaînes qui, à un moment, ont racheté le catalogue Friends et il y avait 3-4 épisodes par jour quoi, qui passaient dans... Super donc, accessible. Tu allumais la télé, t'avais Friends, quoi. Donc, il y a vraiment eu un truc où Friends était très présent en France. Le streaming est arrivé en plus par-dessus, puis les 25 ans, puis l'épisode de réunion, etc. Puis maintenant, la Friends Experience, c'est vraiment un phénomène... mondial, ils ont réussi à capitaliser dessus très très fort. Absolument. Puis là, le décès avec le décès de Matthew Perry tout ça, il fait partie des choses qui nous rappellent qu'on vieillit. Ouais. Mais donc, Nathalie, tu es autrice, illustratrice, notamment d'un livre qui s'appelle Jouissive, qui est un recueil de 24 textes, si je dis pas de bêtises. 24 nouvelles. 24 nouvelles qui sont des nouvelles... Alors que moi, je qualifie érotique. Je ne sais pas comment toi, tu les définis. Érotique, c'est un mot qui convient tout à fait pour ce livre-là. Je pourrais aussi dire qu'il se situe autant entre, par moment, un récit harlequin jusqu'à de la porno explicite. Je crois que je visite à peu près tout le nuancier. Fait que érotique, je trouve que c'est une bonne étiquette. C'est marrant que tu parles de ce spectre un petit peu, parce qu'effectivement, c'est ce que j'évoquais un peu en intro, c'est que l'érotisme, c'est un peu vague comme terme. Harlequin, par exemple, on l'a beaucoup décrit comme la littérature sentimentale, alors qu'effectivement, il y a parfois quand même du sexe explicite un peu dedans. Quand même. Et on joue un peu sur cette ambiguïté. Je me dis que peut-être, pour commencer, on peut peut-être écouter Nora Binks dit elle-même. Alors Nora Binks, on va parler de Nora Binks quand même. Oui. Donc, qui est la maman de Chandler, qu'on découvre dans un épisode, le 11e épisode de la série, qui est donc autrice de livres érotiques, sexuels, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, que tout le monde a lu d'ailleurs. Que tout le monde a lu, tous les amis ont lu Nora Binks. Tout le monde a lu, tout le monde est capable de citer des passages, y compris la page du passage en question. On a un niveau d'engagement assez élevé. Et dans l'épisode, à un moment, elle parle de sa méthode d'écriture et de comment elle fait pour écrire un livre qui marche. Sa recette. Tout à fait. Et on va s'écouter ça. Mrs. Bing, I have to tell you, I have read everything you've ever written. No, I mean it. I mean, when I read Euphoria at midnight, all I wanted to do was become a writer. Oh, please, honey. Listen, if I can do it, anybody can. You just start with half a dozen European cities, throw in 30 euphemisms for male genitalia, and bam, you have got yourself a book. My mother, ladies and gentlemen. C'est excellent. C'est une certaine vision, l'écriture érotique. Pour retraduire rapidement, en gros, son conseil pour écrire, Rachel lui demande comment elle écrit, qu'elle aimerait écrire, et Nora Binks lui répond mais c'est n'importe qui peut le faire, il suffit de trouver une douzaine de villes européennes, et puis une trentaine d'euphémismes pour parler du sexe masculin. Et bam, t'as une histoire, t'as un livre. Comment toi, t'es arrivé à l'écriture érotique et quelle a été justement ton envie? Qu'est-ce que t'as eu envie d'écrire? Je suis arrivée à l'écriture érotique. Je suis crampée parce que là, j'avais envie de faire une blague. J'ai choisi quelques villes québécoises et quelques synonymes de pénis, puis j'avais un livre, là. Mais non, je suis arrivée un peu tristement à ce sujet-là dans ma vie. J'étais dans un épuisement professionnel qui a duré plusieurs mois, puis je faisais beaucoup de siestes. Tous les jours, je faisais des siestes pour pouvoir guérir, pour pouvoir retrouver mon énergie. Puis, ça donnait que pendant ces siestes-là, j'avais en fait la maison à moi. Mes enfants étant à l'école, mon mari au travail. Puis, j'étais sur un terrain de jeu, quoi. Donc, les siestes de grande fatigue ont donné un lieu éventuellement avant la sieste, peut-être que je pourrais m'offrir un moment de masturbation, pourquoi pas, ça va mieux dormir après. Puis, j'ai visité beaucoup de fantasmes. J'ai eu beaucoup de temps pour, pas que faire la sieste, mais visiter les fantasmes, en inventer des nouveaux, faire vivre à mon corps, vraiment de la jouissance dans du temps. C'est un grand luxe, dans le fond.
Puis, j'avais vraiment plusieurs idées de fantasmes. Puis, je me suis dit, ça serait intéressant de les noter quelque part. Puis, étant donné que j'écris et que j'illustre, c'est devenu éventuellement un livre avec des illustrations. Effectivement, il y a les deux dans Jouissif. Tu fais à la fois de l'écriture et des illustrations. Justement, alors s'il y a quelque chose que je trouve intéressant, et ça va avec ta blague sur les synonymes de pénis, il n'y en a pas beaucoup des synonymes de pénis. Pas des tonnes. T'as une écriture assez crue, assez frontale aussi, en tout cas par rapport justement à la description qui est faite d'une certaine littérature érotique dans Friends, et qui d'ailleurs est reprise dans un autre épisode dont on parlera un peu plus tard. Toi, il y a quelque chose de très, j'allais dire naturaliste, mais en tout cas, les mots sont utilisés. Oui, je nomme un chat est un chat. Voilà. Oui, un pénis est un pénis, il y a une vulve est un vulve. il y a les pratiques, c'est cunilingus. Oui. Cunilingus qu'il y a beaucoup, d'ailleurs. Oui, parce que c'est vraiment beaucoup... Il y a une visite du female gaze là-dedans. Qu'est-ce qui n'est pas normalement accessible dans nos produits culturels. Donc, j'ai vraiment voulu mettre l'accent là-dessus. Puis, en tout cas, dans ma description du plaisir féminin, le cunilingus s'y trouve. Et on le trouve beaucoup. Et par contre, là, justement, je trouve qu'il y a un contraste assez intéressant avec tes illustrations. Parce que les illustrations, elles, sont très plus métaphoriques, en effet, dans que les plus mots. de l'évocation que de la description. Oui, puis c'est peut-être comment je cadre ma sexualité. Parce que je pense pas que c'est quelque chose par exprès que j'ai voulu faire. Là. Ah oui, je vais faire de la métaphore pour distancer les lecteuristes de la génitalité. Je pense que quand j'imagine la sexualité, c'est plus par la métaphore que ça passe pour m'allumer moi. Tandis que les mots, si on me dit des mots pendant l'acte, j'ai une préférence clairement plus frontale. Mais c'est rigolo parce que ça ressort vraiment ce contraste-là. Et je me demandais justement, parce que là, tu as bien parlé du coup de ta vie fantasmatique qui a nourri le livre. En termes de mots. En tout cas, c'est ce qu'on retrouve dans les situations, etc., les scénarios que tu peux décrire au cours des 24 nouvelles. Je me demandais si, en tant qu'illustratrice, tu avais aussi utilisé l'illustration avant ce livre pour nourrir tes fantasmes aussi. Est-ce que avant de faire ce livre, tu t'étais déjà servi de ton savoir-faire d'illustratrice pour allumer mon érotisme personnel? Non, je n'avais jamais fait ça. C'était quand même fantastique comme nouvelle pratique, en fait. Mais peut-être que je m'y adonnerai dans le futur. C'est parce qu'en fait, je te pose ça comme question. Le public est enthousiaste. Le public est très enthousiaste. réclame que tu t'y adonnes. Oui. Non, je te pose cette question parce qu'il y a deux choses qui m'ont interloqué, enfin auxquelles j'ai pensé en tout cas. Une qui est en rapport avec ma vie, l'autre avec Friends. Je pense que moi, il y a eu ce truc où effectivement, il y a une époque, mais comme beaucoup d'ados qui à un moment prennent un crayon, je pense, se mettent à dessiner des femmes nues. Enfin, vraiment... c'est sûr que j'ai beaucoup dessiné de pénis dans ma vie, ça, c'est sûr. Mais pas forcément dans la nature... Pas dans le but de m'allumer, ouais. moi. C'était plus pour faire rire. Puis, tu sais... à y repenser avec un recul, peut-être que je ferais plus ça maintenant, là, mais j'ai plus envie de métaphores maintenant, mais à 15 ans ou 13 ans, ou même jeune adulte, là, j'ai dessiné beaucoup de pénis pour faire rire ou pour détendre l'atmosphère. Mais ça, justement, je crois, en tout cas, moi, par exemple, c'était des dessins pour moi, quoi. Ouais. Et ça me fait penser à un extrait que je n'ai pas de Joey, qui, à un moment, fait un dessin érotique dans un épisode. Alors exactement pourquoi il le fait, Rachel a fait un dessin érotique dans un papier qui était destiné à Tag, son copain du moment, qu'il a envoyé à son patron. Bref, donc elle dit « Oh mon Dieu !» Il a et Joey, partagé ça. voilà, qui n'était pas prévu, enfin il l'avait pas vu, il savait pas qu'il y avait le dessin dessus. Bref, peu importe. Et Joey dit à Rachel « Tiens, est-ce que le dessin ressemblait à ça ?» Et là, Rachel va « Oh mon Dieu, mais Joey !» et lui, il répond « Et ouais, ce talent m'a sorti de pas mal de situations avant que je puisse me payer du porno. » C'est bon. Excellent. Voilà. Mais, crime, je suis quasiment triste que l'ancienne version de moi n'ait pas pensé à alimenter son imaginaire comme ça. Mais il y a encore plein de temps. Oui, c'est ça. Est-ce que tu as
beaucoup lu de littérature érotique? J'ai pas beaucoup lu de littérature érotique. Je me suis plutôt nourrie d'audio, en fait. Pas un balado mais, ou un podcast, mais plutôt, est-ce que tu connais Dipsy? Qui est comme... Non, celui-là. Dans le fond, c'est un peu comme Fantasy. Oui, c'est ce que j'imagine. C'est ça. Ça fait que c'est vraiment comme des histoires racontées dans nos oreilles. Puis moi, il y a quelque chose qui fonctionne vraiment bien pour mon imaginaire, mon corps. Puis, ben, c'est sûr qu'il y a un peu de visionnement porno. On pourrait regarder dans mon research, on verrait des choses comme ça. Mais tout ça, c'est pour la littérature. La grande cause. Donc, non, j'ai pas lu tant que ça. Je dirais, j'ai lu quelques collectifs, dont l'ami Stéphane Dompierre qui a créé le collectif Nu ou Pulpe. Travaux manuels aussi, je crois qu'il a fait. Donc, quelques petites histoires comme ça, mais j'en ai pas lu tant. J'ai un imaginaire assez fertile. C'est malheureux parce que je m'inspire d'auteurs et d'autrices pour d'autres formes d'écriture, mais moins celle-là. Mais c'est vrai qu'il y a eu quand même longtemps en plus une espèce de jugement de sous-littérature, quoi. Sur la littérature érotique, c'était de la littérature sous pseudo, dans des collections un peu vite lues, vite jetées, avec des gros roulements. Enfin, Harlequin, c'était typiquement ça, il fallait sortir beaucoup. Il y a Camille Emmanuel qui en parle assez bien, qui est une autrice journaliste française qui a travaillé sur ces questions-là et qui a écrit un roman là-dessus, un livre qui s'appelle... la littérature érotique ou mon livre érotique que tu ne devrais pas lire ou quelque chose comme ça, parce qu'elle a travaillé justement pour des éditions de littérature érotique et elle s'est dit mais elle raconte comme c'est normé. Elle disait j'ai pas de problème à ce qu'il y ait des scénarios et des impératifs parce que c'est quelque chose de commercial, mais là on en arrivait à un point de normativité quoi, qui était vraiment problématique. Ça devient presque politique. C'est une entreprise un peu de normalisation quand même, des rapports. Faut faire attention avec et tout, ça. et hétéronormalité. Voilà. Ce qui a été reproché notamment aussi à 50 Shades of Grey, que ce soit l'hétéronormalité et les pratiques problématiques, une présentation du BDSM un peu... Ouais, sans peut-être le joyeux consentement. Ouais. Ouais, mais tu vois, ça, je ne l'ai pas lu non plus. Mais c'est comme ça. Pas grave. On ne fera pas. Des gens l'ont lu, beaucoup. Des gens l'ont lu. Ça a quand même... Alors, pour le coup, c'est vraiment un livre qui a relancé... Oui, une économie peut-être, ou un imaginaire. En Allemagne, notamment, ça a été pas mal étudié. Il y a eu vraiment un retour d'une certaine littérature érotique suite à 50 Shades of Grey, qui a d'ailleurs sorti la maison d'édition allemande qui l'a publié de la banqueroute. Enfin, vraiment, ils allaient mettre la clé sous la porte. Et voilà, ils ont... Mais bon, bref, revenons un peu au Québec. Je pense quand même, notons au passage, je crois quand même que la littérature érotique n'a pas encore toutes ces médailles qu'elle devrait avoir. Je pense qu'il y a encore beaucoup de snobisme là, envers cette forme-là, mais moi, je m'en fous. Là. Je suis contente d'écrire ça. Je reçois des messages de personnes de tous horizons qui me remercient pour ces textes-là. Puis moi, ça me fait vibrer. Pour pas faire des mauvais jeux de mots, mais oui, fait que j'y vais, même s'il y a quand même pas un consensus autour de la qualité. C'est vrai que sur la littérature contemporaine, clairement, on a l'impression que c'est jamais vraiment complètement... littéraire. Voilà. Alors que la patine du temps a amené à certains auteurs, certaines autrices quand même une certaine reconnaissance. Je parlais de Crébillon, mais on a même Histoire d'eau quand même, qui est aujourd'hui assez reconnue. J'ai perdu le nom de l'autrice, on me pardonnera. J'ai pas assez bien révisé. mais ouais, on a l'impression qu'il faut vraiment que les livres passent l'épreuve du temps pour être célébrés, contrairement à la littérature plus généraliste où on l'année suivante, on déclare le grand palmarès. Parfois même des génies avant même que le livre soit publié. On peut questionner ça aussi. J'aimerais revenir, tu parlais de la pornographie aussi comme potentielle source d'inspiration, en tout cas source d'excitation. Il y a une opposition qui est faite justement dans cet autre épisode, donc qui ne concerne pas Nora Bing. On va faire un petit saut dans la saison 7 où Joey découvre que Rachel lit un livre érotique. Et du coup décide de la charrier un petit peu à ce sujet. On va écouter ça tout de suite.
Where you going? The vicar won't be home for hours. Joey, where did you learn that word? Where do you think? Zelda? You found my book? Yeah, I did. Joey, what are you doing going into my bedroom? Okay, well, I'm sorry. I went in there to take a nap, and I know I shouldn't have, but you got porn. Oh. God, I cannot believe you invaded my privacy like that. Whoa, Zelda. Now, you seem a little tense. Maybe you'd relax if I gave you a nice milk bath. Okay, you know what? I don't even like that part. Oh, I do. Hey, you know what? I don't care. I'm not ashamed of my book. There's nothing wrong with a woman enjoying a little erotica. It's just a healthy expression of female sexuality, which, by the way, is something that you will never understand. You got porn. Il est bête. C'est Joey. On l'aime pour ça. Oui. Donc, basiquement, pour résumer, Joey a trouvé un livre en allant faire une sieste dans la chambre de Rachel, qui est un livre érotique que lui qualifie de porno. Et Rachel dit il n'y a pas de mal à ce qu'une femme apprécie et se fasse plaisir avec un peu d'érotisme. Et Joey dit t'as du porno, de manière très frontale, une fois encore. Ouais. Il y a quelque chose d'intéressant, et c'est un peu dans cet épisode, je trouve, c'est un peu le point qui est redéveloppé à d'autres moments aussi, sur cette opposition entre une littérature érotique et la notion de porno qu'on lie quand même beaucoup au porno cinématographique, ou en tout cas audiovisuel, quoi. Avec quelque chose de très genré, qui serait la littérature érotique serait plus pour les femmes, et le porno, clairement dans Friends, dans l'ensemble de la série, c'est un truc de mec, ça revient à plusieurs moments, ils en parlent beaucoup, etc. Je trouve que déjà dans Jouissive, le fait que toi tu sois justement à cette lisière, ou en tout cas que tu ailles d'un côté et de l'autre, ça montre quand même que c'est pas tout à fait c'est pas fixe, si genré que ça. Oui, tout à fait. Mais il y a quelque chose que je trouve intéressant. Je voulais avoir ton avis là-dessus, sur effectivement le fait qu'il y a quand même plus de femmes qui lisent de la littérature érotique. Pas énormément plus. Les chiffres que j'ai trouvés, c'est autour de 60% quand on parle de littérature francophone. 60% de femmes pour 40% d'hommes. Ce qui est ça va. Assez correct. C'est dans la zone paritaire, quand même. Avec cependant après sans doute des différences en fonction des types de livres dont on parle. Mm-hmm. Mais par contre, cette différence qu'il peut y avoir entre ce que Rachel dit, c'est-à-dire que le plaisir féminin se retrouve dans cette lecture est plus subtil, alors que le plaisir masculin serait vraiment dans le porno visuel, voilà, du film. Ouais. Je me demande si toi, tu as un avis déjà sur cette différenciation, comment tu le vis Elle n'existe pas pour moi, cette différenciation. Je regardais cet épisode-là, puis je me disais, mon Dieu, que ça fait vieux, là. Ça fait dater. Je crois pas que... peut-être qu'il y a plus dans les statistiques d'hommes qui vont regarder de la porno versus les femmes, mais je pense qu'on est vraiment sur un spectre, là, tout le monde. Puis, il y en a que ça va être audiovisuel, il y en a que ça va être par l'écrit, mais pas plus genré qu'un autre, là. Je vois pas cette distinction comme importante et manifeste ou incarnée, là. Je vois pas ça du tout, là. C'est marrant parce que du coup, moi, je ne suis pas complètement d'accord avec ce qui est dit, mais je trouve que ça souligne quelque chose d'assez intéressant, qui est la différence d'expérience entre la littérature et le porno visuel, avec cette idée que la littérature fait beaucoup plus appel à une forme de satisfaction, ou en tout cas de stimulation par l'imaginaire, quand le porno est quelque chose de beaucoup plus sensoriel et direct. Ouais. Et qu'il y a un peu je pense que c'est ce que souligne Rachel, en fait, quand elle dit tu pourras jamais pas comprendre cette expérience. C'est qu'en fait, t'es tellement genre, toi, t'as besoin tellement de la stimulation sensorielle immédiate que tu peux pas comprendre ce que c'est que de créer du plaisir ou prendre du plaisir avec un support qui vient en fait titiller autre chose et un imaginaire, et non pas un sens directement. Ouais. Parce qu'il y a une position, je trouve, assez différente entre le lecteur et
spectateur, Oui. on va dire lectrice, spectatrice aussi, qui est que en tant que spectateur ou spectatrice, on nous met vraiment dans une position de voyeur. C'est plus passif, peut-être, oui. Ouais, il y a un truc de voyeur, de vraiment, je regarde, que je rapprocherais un peu du candolisme quelque part, de ce fait de regarder et d'être excité par le fait de voir directement. Alors que le lecteur ou la lectrice, je trouve que ça fait plus appel à la compersion. Cette idée de on prend du plaisir à l'imaginer, à imaginer faire le une plaisir de construction, l'autre. finalement. Oui. Et je ne sais pas si quand tu écris, par exemple, tu te mets dans ce que tu imagines, ce que le lecteur ou la lectrice va percevoir de ce que tu es en train d'écrire, comment il va le prendre ou ce que tu veux lui faire ressentir. Si c'est plus, tu mets simplement ton... C'est un élan, surtout, là, je pense. Mais j'ai fait des tests. OK. sur des gens à qui j'ai lu ou que j'ai partagé les textes. Puis ça avait l'effet escompté. Mais je pense que j'ai une sensibilité en général pour me mettre dans la peau de l'autre, d'aller chercher de la compassion, de la compersion, puis de naviguer cet imaginaire-là en essayant de recueillir vraiment l'expérience totale des sensations qu'on peut construire à travers cet imaginaire-là. Est-ce que, justement, tu as choisi, j'imagine, l'ordre des textes? Oui. Parce que moi, j'ai repéré quelque chose, mais je voulais savoir comment tu l'avais imaginé, cet ordre. J'aimerais entendre qu'est-ce que tu as repéré. Oui, je suis vraiment curieuse. Alors moi, quand je l'ai lu, j'ai eu quelque chose de l'ordre de il y a eu 2 choses qui m'ont frappé. C'est on part, je trouve, de textes qui sont très hétéro-normés, c'est un peu fort, mais en tout cas très hétérosexuels. Tout à fait. Et qu'on va de plus en plus vers une sexualité queer. Queer, oui. Comme si on nous accompagnait sur... Voilà, comme un chemin des possibles, oui, absolument. La sexualité, c'est pas que les fantasmes entendus d'un homme et d'une femme qui se rencontrent et qui font un quickie. Absolument. Voilà, donc il y avait... Bien joué. Bon, ça va, j'ai pas mal lu. Et le deuxième, et ça c'est un peu moins flagrant, mais j'ai eu cette impression-là comme ça, quand même, c'était que tu partais... En fait, au début, quand j'ai commencé les premiers textes, je me suis dit, c'est marrant, c'est beaucoup... des préliminaires, pas au sens sexuel, mais au sens vraiment les prémices de toutes les relations. C'est-à-dire que les premières nouvelles sont beaucoup axées sur ce qui se passe avant, c'est-à-dire le fantasme avant d'arriver, et qu'en fait le texte s'arrête au moment où il va y avoir vraiment la relation sexuelle à proprement parler dans le... on va dire dans l'imaginaire entre guillemets, ou terminé, quoi. Ouais. Et que par contre, dans les textes un peu plus tard, tu arrives à ces relations plus complètes, quoi. Oui. Donc, oui, tu as lu exactement ce qu'il fallait. Bien joué 2 fois. Puis le tout est ponctué de ces échanges sextos. Il faut qu'on en parle absolument. Oui, quand même, parce que ça, c'est super, quand même ça. Chouette. Je trouve que ça rassemble tout le livre, en fait, parce que les 24 nouvelles, se sont ponctuées avec des sextos. Je pense qu'il y en a 5 ou 6. Donc, des échanges d'un couple qui se forme. C'est un couple homme-femme, mais quand même, ça vient montrer un peu le degré de the increase dans cette... autant du fantasme à la relation de couple et qui maintient le fantasme et les jeux sexuels, là, finalement. J'ai vraiment envie qu'on prenne un peu le temps sur les sextos. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Pourquoi tu as mis des sextos dedans? Il y avait cette envie de rythmer le livre, puis il est aussi rythmé par la couleur. Moi, je suis designer puis illustratrice, fait que ces sextos-là, premièrement, c'est un mode de communication que, en tout cas, plusieurs d'entre nous avons utilisé ou utilisons. Texter, sexter. Puis, il y avait quelque chose dans cassé ou rythmé. Puis, je le voyais, ça, déjà comme en renversé, parce que, dans le fond, les pages sont en couleur avec les textes en blanc. Puis, j'avais envie, qu'on vienne un peu sectionner le bouquin, puis qu'il y ait quelque chose aussi qui fasse un fil conducteur. Oui, c'est un fil rouge. C'est vraiment... Enfin, on comprend tout de suite qu'en fait, c'est les mêmes personnes. Ce qui n'était pas forcément sûr. Je ne sais pas si je les nomme, en fait. Je crois même pas. En tout cas, je pense que ça se fait on les assez retrouve naturellement. On voit l'évolution. Oui, oui. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé cette partie, parce qu'il y a quelque chose où le sexto est peut-être la forme contemporaine d'écriture érotique la plus pratiquée, quoi. Absolument. Puis il y a vraiment de l'espace pour du fantasme, puis il y a de l'espace pour du jeu. C'est infini, non?
Il me semble que c'est, je sais pas, ça attise quelque chose, ça allume le brasier, ça donne le temps de s'offrir, de se mettre en fait dans un bon espace pour une future rencontre. Fait que c'est vraiment génial. Puis ça n'a pas besoin de passer par la poste et un bateau. C'est un avantage par rapport à Quand la même. correspondance. Oui, assez instantané. Là. Ce qui fait que des fois, c'est un peu plus court. Ça se réduit même à des smileys Oui, j'avoue. que Mais tu utilises. oui. Mais c'est quand même... Il y a quelque chose qui relève du jeu puis de la complicité qui se construit puis que c'est contemporain, en effet. Oui. Dans le livre, en plus, je trouve ça assez intéressant que ça marque les moments d'absence des amants de l'un à l'autre. Oui. Parce que les nouvelles sont... Alors, pas toutes, mais la plupart sont quand même des nouvelles où les gens sont ensemble au même endroit Ouais, et font exact. des choses. Oui. Et du coup, s'intercalent entre chaque nouvelle ces moments d'absence. Et même si c'est pas les mêmes personnages, il y a un peu cette idée de qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas au même endroit. Quand on n'est pas au même endroit, mais qu'on a envie quand même de vivre des émotions ensemble ou en tout cas de partager un imaginaire sexuel. Très, très le fun. Avec, alors, j'ai noté le passage de Sexto où il y a un échange de photos, Ouais, mais où on ne voit pas les photos. exact. Oui, fait c'est ça qui est le fun aussi avec l'écriture érotique, c'est que t'en fais ce que tu veux là, dans ta tête. Tu lis ça, t'imagines la personne qui t'allume toi. T'sais, fait que ça laisse place à la variété de corps, d'expériences. Quand le format est tout scripté, que c'est de la porno, que le visuel est déjà fourni, c'est pas le même rapport. Dans les fantasmes que tu explores, il y a vraiment, donc je disais au début, c'est très hétéronormé. Ouais. On arrive et puis on arrive à des relations lesbiennes, des relations À plusieurs. Ouais. De la bisexualité, du sadomasochisme un peu aussi. Ouais. Je trouve ça assez intéressant de toutes les ramener dans un même ouvrage. Alors que justement, la littérature érotique, quand on parlait des collections précédentes, est généralement spécialisée. Ouais. C'est-à-dire que on va aller chercher de la littérature. Il y a la recette. Voilà, on va chercher de la littérature gay, de la littérature lesbienne. Ouais. Ça marche aussi dans les mangas, les BD, qui fonctionnent beaucoup comme ça. Mm-hmm. Cette diversité-là est assez intéressante. C'est une diversité que tu espères, c'est une diversité que tu constates dans ta vie. Comment ça se... C'est les deux. En fait, c'est surtout d'exposer les lectrices à plus qu'un format, plus qu'une solution. Tu sais que, dans le fond, on peut vivre des sexualités pleines et riches et fertiles, puis que c'est pas obligé d'être scripté. Une personne qui est normalement hétéro, je pense qu'ils vont... Normalement, ou en tout cas, d'office hétéro, peuvent lire ça, puis quand même être allumés par l'histoire qui est de nature gay ou bisexuelle. Je pense qu'il y a vraiment un éventail qu'on s'empêche de vivre parce qu'on se met dans des petites cases. Puis moi, j'aime ça, faire sauter les cases. T'sais. Puis dans un prochain ouvrage qui s'en vient en 2026, au printemps 2026, je vais encore plus loin là-dedans. Là, je mets le feu dans les cases. Puis je pense que ça prend plus de ça aujourd'hui. Il faut oser, il faut sortir de ces scripts ennuyants. Hein. Mais c'est aussi de s'exposer à la diversité des orientations, de genre. Tout ça, c'est de la richesse, n'est-ce pas? Ça l'est. J'ai très hâte de 2026, du coup. Moi aussi. J'ai quand même une question parce que ça m'a frappé. Et c'est marrant, parce que ça m'a beaucoup frappé au début dans les nouvelles. Moins par la suite, je pense, parce que déjà, je m'étais fait à l'idée, mais aussi parce que les relations étaient justement plus variées et plus queer. Et que du coup, c'était moins dans ma tête. Mais au début, comme les relations sont très hétéronormées, j'ai eu un réflexe de me dire, mince, à aucun moment, il n'est question de protection, de côté safe, Oui. Et vraiment, c'est la première fois que je me fais cette réflexion-là devant la littérature. Et je pense que c'était parce que je savais aussi un peu où j'allais et qu'il y avait quelque chose de queer et de différent. Et en retrouvant ces scénarios assez classiques, je me suis dit, tiens, est-ce qu'on a réussi à érotiser ça un petit peu ou pas ? Et alors, j'entends qu'on n'aille pas là-dessus et tout, mais c'est vrai que ça m'a frappé, notamment dans la nouvelle, j'ai plus son titre, où la femme voit le chantier, et où vraiment c'est là où ça m'a tout de suite fait. Je me suis dit,
Ah, mais on Est-ce parle qu'ils ont même mis pas de la d'une protection? capote, C'est quoi. vrai, c'est vrai. Et Est-ce que j'ai été influencée par la porno mainstream ou ce qui est pas que ça se pourrait? j'allais me dire, est-ce Ouais. que c'était une question que tu t'étais Non, posée ou même en pas. écrivant? Non, mais c'est vraiment une bonne question. Puis je me demande si je ne vais pas aller chercher mon manuscrit chez mon éditeur pour m'assurer que dans le prochain, on en parle au moins dans un texte. Mais oui, c'est une bonne remarque. Mais- C'est-tu quelque chose qu'on nommait par exprès? C'est-tu parce que ça nous... Est-ce que ça l'enlève un peu le turn-on? Est-ce que... Je sais pas. Mais je me suis C'est posé une cette bonne question. Je question. me suis dit, est-ce que Je vais en repartir fait- avec des devoirs, c'est sûr. Il faut aussi dire, tu sais, moi, je suis en couple depuis 20 ans. Fait que, je veux dire, la protection. C'est moins. Puis t'as Fait- des enfants, c'est trop tard. J'ai eu des enfants, c'est trop tard. On peut pas les retourner. Non, je les adore, mais non, mais c'est ça. Je veux dire, la protection, c'est peut-être vraiment comme un reflet de ma vie sexuelle où ce que... Ben, il y a eu de la protection pour pas avoir d'autres enfants, mais je veux dire, comme... Je sais pas, c'est une bonne question. Tu m'as eu. Non, mais On met fin au podcast. C'est tout. C'est tout. Non, mais je me suis vraiment dit, je me suis justement demandé à un moment, ouais, est-ce que, en plus de effectivement montrer d'autres sexualités et tout, Ouais. il y a cette question comment on apprend de la même manière qu'on apprend à réérotiser le consentement. Oui, parce que aujourd'hui, ça, je l'ai qu'on beaucoup évoque. fait dans le C'est livre. énormément Oui, dans le c'est livre, très en présent. fait. Vraiment, On cette pourrait me le histoire. reprocher, mais personne ne le fait. C'est vraiment là, quoi. Ouais. C'est tout est verbalisé. Oui, à part, c'est ça, cette protection-là. Mais tu vois, je pense que j'en ai écrit un dans le prochain qui parle d'un gangbang, là. Puis, il me semble qu'il y a question de se protéger. Tu sais, c'est une gang d'amis qui font ça. En tout cas, me semble, oui. Puis, en tout cas, c'est un cadeau de fête. Je vous dis pas si c'est dans ma réalité ou pas. Est-ce que, Nathalie-Anne, t'écris de la fiction ou de la non-fiction? Ça, on me le demande aussi, mais c'est écrit fiction dans le début de l'ouvrage. Oui, c'est écrit fiction, et je pars du principe que je crois ce qu'on me dit. Ouais, c'est ça. Et puis que de toute façon, tout est nourri d'expériences et de témoignages. Et Parce que qu'après, nous sommes des l'imagination humains. reste, c'est ça. Mais ouais, c'était vraiment une question de comment on pourrait apprendre à l'intégrer. Parce qu'en plus, ouais, tu déconstruis vachement de trucs. Tu parles à un moment, j'ai bien aimé aussi le passage où tu parles de prison mentale. Quand il y a un de tes personnages, une femme qui se laisse aller à des fantasmes et qui dit qu'enfin elle arrive, il faut qu'elle arrive à se libérer de cette prison mentale, voilà, qui lui ont enchaîné son Ouais. plaisir ou l'ont limité beaucoup. Et du coup, je me disais, mais ça fait partie des trucs. Crime, faudrait érotiser les moyens de contraception. Je reviens un peu, parce qu'on a parlé consentement, sur cette notion de compersion, que j'ai trouvé hyper intéressante de la retrouver, en fait, parce qu'il me semble que On parle de polyamour à un moment donné, puis de compersion, tout ça. Ouais. Compersion, alors pour celles et ceux qui écoutent et qui ne savent pas exactement ce que c'est, la compersion, c'est, on va dire, l'équivalent de la compassion, sauf qu'au lieu d'avoir de la compassion pour quelqu'un qui est triste, tu as du plaisir pour quelqu'un qui est heureux et qui a du plaisir. Quelqu'un que tu aimes vit de la quelqu'un joie, d'autre, vit la joie, tu vis de la joie pour cette personne-là. très heureux. Même si c'est pas en relation avec toi. toi-même. Ouais, exact. Très en vogue dans le milieu polyamoureux. Polyamoureux, effectivement, un nom qui revient beaucoup et qui fait partie des fondements de... qui est un peu nécessaire. En tout cas, oui, hein, on souhaite. Et je me demandais quel impact tu pensais que la littérature pouvait avoir sur cet apprentissage de la compersion. J'espère qu'il peut avoir un impact. C'est sûr qu'il y a des messages là, dans Jouissive, notamment le consentement, notamment la compersion. J'espère que ça peut faire changer des mentalités. Puis il y a quelque chose que tu as nommé où est-ce que je prends un peu par la main les lectrices pour les amener vers des formes plus variées de sexualité. C'est de l'hétéronormatif à d'autres formes, puis j'espère que le consentement, tu sais, qui va de soi dans à peu près chaque histoire peut juste faire partie du turn-on, puis ce n'est pas une limite, en fait, c'est tout le contraire. Quand on met de l'avant le consentement, on peut avoir beaucoup de plaisir. Fait que j'espère que ça va créer un peu de pédagogie par la bande. On espère. Ouais. J'ai des questions alors, qui vont peut-être être un peu en vrac, mais sur des choses qui m'ont frappé dans le livre.
je me suis demandé dans quelle mesure c'était toi qui ressortais. On a parlé du cunilingus, mais tu parles beaucoup des lèvres et de la bouche. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, je pense, dans quasiment toutes les nouvelles, des focus vraiment très importants sur la bouche et les lèvres des personnages comme source érotique. Ultime. Ouais. Mais je pense que les French sont underrated. Tu sais, il y a vraiment... Non, mais tu sais, quand on découvre nos sexualités, puis on est jeune, puis qu'on passe des longues minutes, là, je dirais des heures à se frencher... Tu sais, c'est avant d'aller plus loin, entre guillemets, ou de faire des relations, entre guillemets, encore complètes. Tu sais, on prend le temps, on chérit ça. C'est comme ça nous porte pendant des jours. En tout cas, ça m'a porté pendant des jours, là. Puis on oublie un peu ça. Fait que, ouais, peut-être que j'ai un focus sur les lèvres, mais... Il apparaît, je crois. Mais avec raison, oui. C'est ce ça. n'était absolument pas une remarque ramenons négative. les make-out sessions. Mais je te disais ça parce que je trouvais justement que c'était quelque chose que j'avais pas lu ailleurs et pas vu ailleurs spécifiquement. Je fais aussi beaucoup de parallèles entre les lèvres et les lèvres aussi, là, c'est sûr. Là. Mais c'est ça. Je pense que ça parle à beaucoup de gens quand même dans l'entourage ou dans les gens qui m'ont écrit. Là, ça l'allume des brasiers. Assurément. Mais surtout quand on rigolait sur l'histoire des euphémismes que tu n'utilises pas beaucoup. Oui. Mais par contre, au final, tu parles des parties génitales, mais c'est pas vraiment, c'est rarement pas le forcément centre que ça, non, c'est ça. de ton écriture, quoi. Tu vas vraiment chercher ailleurs, quoi, les sources d'érotisme. Oui. Il y a quelqu'un qui a aimé sa lecture ici. Effectivement, c'est moi. Pardon, je me suis un peu perdu dans mes notes. C'est de ma faute. Tout va bien, c'est ça. On a parlé de French, puis de ton plaisir, là, c'est ouf. Terrible. Il fait chaud. Non, j'avais quelques autres extraits, mais qui vont être un peu redondants avec ce qu'on a déjà dit. Il y en a un, je pense qu'on va l'écouter juste parce que je ne sais plus ce que c'est. Ah, allons-y. Du coup, je suis très curieux de savoir ce que j'ai mis. On y va. Donc, écoutons-le. On ose. Oh, Ross, listen to me. I have sold 100 million copies of my books, and you know why? The girl on the cover with her nipples showing? No, because I know how to write men that women fall in love with. Believe me, I cannot sell a Paolo. People will not turn 325 pages for a Paolo. Come on, the guy's a secondary character. He's just, a complication you eventually kill off. When? He's not a hero. You know who our hero is? The guy on the cover with his nipples showing? No, it's you. Oui, donc ça y est, je sais pourquoi je l'ai mis, donc c'est parfait. On parle de la couverture du livre. On va parler déjà, donc juste pour réexpliquer ce qui se passe dans cet extrait, Nora Bing et Ross sont ensemble, discutent, et en gros, elle vient le voir parce qu'elle voit qu'il est un peu mal à cause de Rachel et Paolo. Elle lui dit, mais tu sais, comme Paolo, c'est un personnage secondaire, je pourrais pas vendre des millions de copies, personne tournerait 300 pages juste pour un Paolo, etc. Ross fait quelques blagues sur les couvertures du livre, justement, en disant que ce qui les fait vendre, c'est quand même les filles les mamelons. Les mamelons des filles ou des garçons qui sont sur les couvertures. Ouais. Et puis, elle lui dit que non, elle sait ce qu'aiment les femmes, c'est des personnages comme Ross, en l'occurrence. Un héros. Voilà, un héros. Le terme est repris. La couverture, effectivement, que tu as illustrée, qui est très, très belle, qui est une vague et une langue. On retrouve un motif dont on a déjà parlé, du coup. Mais non, par contre, je me demandais, justement, pour revenir un tout petit peu à Friends, je vais juste rappeler, pour Nora Bing, elle est interprétée par Morgan Fairchild, qui est une actrice américaine qui était en fait assez connue dans les années 70-80, qui avait joué dans beaucoup de soaps, notamment Dallas, des choses comme ça, et qui arrive à ce moment-là un peu en guest dans Friends et qu'on retrouve avec une coiffure avec une coiffure incroyable. Elle est vraiment les années 90, même fin 80 là. Vraiment. Mais on le disait tout à l'heure, qui est un personnage très sexualisé par les scénaristes et la réalisation aussi. Je me demandais, toi, ce que tu avais pensé de cette incarnation
d'une autrice de textes érotiques? Moi, je me suis tout de suite collée à elle. J'ai la même coupe. Ça m'a pas gênée. Je veux dire, elle aurait pu avoir toutes les formes que ça aurait pu être l'autrice. Ils ont choisi quelque chose qui n'est pas très surprenant. Là, la blonde très mince, le nez refait. Il me semble qu'elle a quand même une poitrine oui. assez On la voit présente. encore plus dans d'autres épisodes plus tard. C'est ça. C'est pas surprenant. Est-ce que c'est décevant? Non, c'est correct. Je pense que pour les années où est-ce que Friends a été créé, c'est tout à fait ce qu'il fallait faire. En plus, c'est The Hot Mom. C'est comme un cliché sur deux pattes. C'est parfait. C'est parfaitement de l'époque. Mais ouais, ça me choque. Si on la réécrivait aujourd'hui, qu'on re-shootait l'émission, peut-être que ça serait différent. Alors, 2 petites choses encore. Je ne sais pas s'il y a des choses à ajouter, mais on a déjà fait quand même pas mal le tour. On a dit pas mal eu beaucoup de plaisir, de choses. Ouais. Il y a 2 petites séquences qu'on peut encore rajouter. Je sais qu'il y en a une où tu vas probablement avoir un peu peur, mais le public est là pour t'aider. C'est la phase de quiz. Alors, Nathalie, est-ce que tu es prête? Je t'en lis une. Vas-y. Qu'est-ce qui est intéressant dans la bouteille de champagne que Ross s'achète pour célébrer son... Il est à la vanille. Ouf! C'est effectivement à la vanille. Bravo! Mon Dieu, c'est bon. Pourquoi Monica ne fait pas confiance à la femme de ménage, Brenda? Assez dur. Hein. Si tu l'as vu qu'une fois, il y a... Je dirais qu'elle est trop sexy. Non. Non? Est-ce que le public a la réponse? Oui, elle croit qu'elle lui a volé des vêtements, effectivement, et ses soutiens-gorge et pantalons. Bien joué. Bravo! Donc, ils essaient en groupe de nommer le plus d'États américains possible en 6 minutes. Combien d'États Joey réussit-il à nommer? Est-ce que quelqu'un a la réponse dans le public? 56. Mais oui! Je dis que ça m'avait accompagné depuis 20 ans. C'est impressionnant. Oui, ceux qui ont ça un peu vécu avec moi savent que je l'écoute sous la douche, par exemple. Wow! Ça m'impressionne. 56. Oui. D'accord. Voilà. Le 51e est pas loin, hein, donc il est sur la bonne voie. Je sais pas s'il avait mis le Canada dedans, mais... Oh, ça serait très à propos en ce moment. N'est-ce pas? Pourquoi? Ah, celle-là, tu peux l'avoir. Elle n'a pas trop confiance en mes capacités. Si, je suis sûr. Ouais. Pourquoi Phoebe ne peut pas assister au mariage de Ross à Londres? Elle est enceinte. Ah, mon Dieu. Elle est enceinte, effectivement. Oui, tout à elle fait. est enceinte. Des triplés, effectivement. Full en délire. Bah non, mais merci. Écoute, c'est toujours une petite phase que j'aime bien, le quiz, j'avoue, juste pour flexer. Ouais. Alors, ce que je te propose pour qu'on termine un peu cette session, c'est quand même, tu as écrit un livre. Oui. Et puis, tu as dit qu'en plus, tu aimais bien quand il y avait de l'audio. Oui. Et là, tu as un micro. Et je pourrais en lire un extrait. Tu pourrais en lire un extrait, par exemple. Dieu que ce sera bon. Ça serait magnifique. On y va. Puis, j'ai une demande spéciale. Ouais, alors oui, on pourra en parler peut-être un petit peu après ou peut-être avant, je sais pas, comme tu préfères. On y va après. Comme ça, on a une mise en bouche, puis on finit avec le dessert. Ce que tu as pensé de cette histoire-là? Ça s'appelle La course. On va y aller avec la voix très douce et feutrée. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Le rythme de ma respiration me guide. Je hume le gazon et les fleurs qui naissent. Le parc grouille de vie matinale, les gens sont heureux, les sensations sont au rendez-vous. Je profite du moment pour habiter mon corps, mes 5 sens. Je profite du moment pour vider mon esprit qui court en boucle depuis que je t'ai vu. Ta beauté me souffle, ton cœur fait gonfler le mien, ton corps m'appelle. Un refrain. Inspire. 1, 2, 3,
4. Expire. 1, 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Je m'offre un temps de pause de cette drogue que tu es. J'entends mon cœur battre. Je le sens dans ma poitrine. Je sens mes poumons se remplir pour ensuite se vider. J'entends ma respiration. Elle est rythmée. Elle donne le pas. C'est doux. Ça coule. Courir pour sortir de ma tête de cette autre course. Je suis fière de moi, j'y arrive. Je pense à peine à tes lèvres. Tes lèvres, qui effleurent les miennes, qui m'embrassent longuement, me donnent des frissons. Tes lèvres qui ont allumé en moi un feu sacré. Je brûle de désir. Tu m'éveilles, tu m'émerveilles. Cette première fois où tu m'as invité chez toi, que nous ne nous sommes rien promis et que tu m'as informé qu'il n'y avait pas de pression pour faire quoi que ce soit, que mon envie m'appartenait, que tu serais disponible si jamais. On peut réfléchir à ça pendant une semaine et s'en reparler, tu m'as dit. Cet espace a généré en moi une curiosité inouïe, un appétit gourmand. Je t'ai demandé si je pouvais te goûter. Reviens ici. Je porte mon attention sur ma respiration une fois de plus. Courir et compter. C'est méditatif. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. C'est bon. Je l'ai. 1, 2, 3, 4. J'écoute cette respiration qui me garde en vie. In and out. In and out. J'entends ton souffle chaud quand tu t'approches de mon lobe que tu dégustes. Je sens ton souffle et reconnais un mouvement fiévreux qui emporte ta bouche vers mes lèvres. Nous n'arrivons pas à arrêter de nous embrasser, de nous toucher. Se vouloir à ce point, ça se décrit pas. Ma culotte est humide, sueur et cyprine. Reviens, sors du désir, cours, juste cours. 1, 2, 3, 4, respiration. In and out, in and out. Ça me rappelle notre feu partagé. Une autre rencontre une semaine plus tard. 1, 2, 3, 4. Tu m'invites à simplement partager un verre, un repas, une jase. On se parle de nos French trop fluides. En parler me fait mouiller. Je te regarde lécher tes lèvres et me sourire. La tension monte, mais on aime se tenir en équilibre sur la bouche du volcan. Les minutes passent. Je rêve de t'embrasser de nouveau, dis-je. Tu me tiens les cheveux, m'approches de ton visage et m'embrasses chaudement. Tu me dis, je rêve de te faire jouir. 1, 2, 3, 4. Respiration. In and out. In and out. Je cours toujours et me vois maintenant reverse cowgirl sur ton corps nu. Je t'entends respirer aussi. Je cours, mais c'est plutôt ces images de toi qui me pénètrent que je ressens et entends. Ça m'excite tellement que ce pas de course puisse m'offrir une connexion de plus avec toi. Je suis l'érable qui s'est laissé surprendre par la chaleur de ton soleil sur son écorce printanière. Tu me hantes. C'est délicieux. Cette folie que sont nos rencontres, elle me suit et me remplit. Tu m'arrêtes et me retournes, m'empoignant bien le cul pendant que je te monte. Face à face. 1, 2, 3, 4. Tu me dévores des yeux. Vibrant, tu me fais craquer en joignant la douceur de ta langue dans ma bouche et la pression bouillante de ton sexe dans le mien. Je me baigne dans l'ivresse de nos corps. Je me laisse emporter par ce moment où tu me fais jouir. 1, 2, 3, 4. Tellement jouir que je souris sur le parcours du parc, inspirant et expirant le spasme de cet échange. Les passants le lisent sur mon visage, je vis un moment d'extase. On me regarde avec attention et on me sourit bêtement. Rayonnante des orgasmes rappelés à la mémoire de mon corps. Je cours pour te rejoindre. À plus tard, lover. Merci beaucoup. De rien.
Ouf. On va tous respirer, inspirer, expirer. 1, 2, 3, 4. J'ai demandé de lire celui-là parce qu'il est vraiment sur cette mise en abîme de on lit quelque chose pour nous exciter, on lit quelqu'un qui s'excite soi-même. C'est-à-dire qu'il y a cette projection, c'est-à-dire on n'est pas dans justement le fait de juste d'observer une scène de sexe d'autres personnages qui sont la majorité des nouvelles, ou même des interactions, des sextos qui sont quand même deux personnages qui vont... On est vraiment toute la nouvelle sur cette espèce de préliminaire dont je parlais au début, à cette attente de on va retrouver l'autre et comment nous-mêmes on nourrit notre feu. Notre feu, nos fantasmes et tout. Et je trouve que c'est très bien retranscrit. Et c'est pour ça que moi, elle m'a marqué et que je la trouve presque un peu différente des autres. C'est vrai, hein? Elle détonne d'une façon comme surprenante et intéressante. Là. Parce qu'en plus, tu as le rythme dedans. Enfin, tu joues beaucoup avec ce rythme-là. On l'entend. Hein? Mais c'est quelque chose qui est vraiment le fun à lire à voix haute entre partenaires solo multiples. Je pense qu'il y a quelque chose dans justement ce rythme-là. On sent la tension qui monte, là, vraiment. J'apprécie ton appréciation. Non, mais voilà, c'est vraiment construit. Et c'est là, on en revient à la littérature érotique qui est considérée comme un sous-genre, alors que c'est très fertile, non? C'est fertile, c'est ludique. Et dans Jouissive, il y a un vrai travail littéraire. Merci. Je trouve qu'il est particulièrement visible dans celle-là. Parce que tout dans la construction des phrases, le fait qu'elles se rallongent, le fait que les passages deviennent de plus en plus longs, c'est-à-dire qu'elle se perd un peu. C'est laborieux presque. Là, elle se perd de plus en plus dans ses pensées. Et puis, donc voilà, c'est vraiment une très belle nouvelle et je suis très content que tu nous l'aies lu et que tu nous l'aies partagé. Ça fait grand plaisir. Merci beaucoup, Nathalie-Anne. On rappelle que Jouissive est disponible dans toutes les bonnes librairies, mais notamment à la Maison des Feuilles, à Montréal. Oui, et en ligne. Et en ligne aussi. C'est donc Québec-Amérique aux éditions, mais que tu as aussi donc d'autres ouvrages collectifs. Oui, chez Remue-Ménage, donc une autre maison d'édition. Qui sont donc Libérer la culotte, Libérer la colère, Libérer la paresse. Si tu peux peut-être en parler rapidement. Oui, rapidement. Dans le fond, c'est que ma co-directrice Geneviève Morin et moi-même, on dissèque les péchés capitaux un à un. Sous un angle féministe, on a invité des autoristes, principalement des femmes, à venir parler de leur expérience personnelle. C'est vraiment du storytelling pour déconstruire ces péchés capitaux-là. Et j'ai nommé la colère, la luxure et la paresse. Bientôt l'avarice. On travaille ce prochain bouquin. Eh bien, c'est parfait. On va suivre ça avec attention. Merci. Merci d'avoir été avec nous. Puis, je te souhaite un succès formidable avec Friendzone, qui est un format vraiment très chouette. Eh ben, merci beaucoup. Merci. Merci Guylaine et toute l'équipe de la librairie de la Maison des Feuilles de merci nous avoir public accueillis. En feu. Merci le public d'avoir été là. Merci et à très bientôt dans Friendzone. Merci d'avoir écouté ce premier épisode en public. Si tu l'as aimé, abonne-toi au podcast sur Apple, Spotify, Deezer ou là où tu écoutes tes émissions favorites. Tu peux aussi suivre le compte Instagram friendzone.podcast et commenter pour me donner tes meilleurs conseils de lectures érotiques. La semaine prochaine, on rencontre Inès et Elkana, deux sœurs dont le travail est, entre autres, la mise en scène d'une reprise d'Incendie de Wajdi Mouawad. Oui, encore lui. Des bisous et à bientôt.